Cette semaine, Hockey le Magazine va à la rencontre avec Justin Ducharme des Lions de Trois-Rivières, qui a une histoire assez singulière. On vous présente ça en fin d'émission. On aura aussi notre capsule hebdomadaire avec Philippe Roy de chez Perfo Elite. Pierre Gervais et Éric Dupont du trio Hockey seront de retour, bien sûr. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. En vente partout. On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine avec Catherine Laroche, cofondatrice de Ego sans Ego, qu'on a vu plus tôt cette saison, qui nous a parlé de son parcours également avec cette entreprise qui travaille en santé mentale chez les jeunes. Catherine, on en avait parlé lors de notre première intervention, lorsque tu arrives avec des équipes de hockey. Je pense que tu as été à même de voir dans les derniers mois, dernières années, la réalité des vestiaires de hockey. Tu y es de manière prépondérante avec les jeunes. Comment tu définirais ce qui se passe présentement dans les vestiaires? Comment tu trouves l'ambiance en général? Est-ce que tu penses qu'on est vers une bonne impulsion au cours des derniers mois, malgré tout le négatif qu'on a pu ressortir de ce qui s'est passé dans les dernières années? Comment tu vois ça, toi, personnellement? Bien, c'est sûr que c'est une question de polarité beaucoup. Est-ce que, avec les jeunes que je travaille, moi, je fais 15-25 et honnêtement, j'ai de l'espoir à voir à quel point ils ont une ouverture face à ce que j'apporte. L'espèce de bout qui est plus difficile, je pense, pour eux, puis qui est ramené beaucoup dans les ateliers qu'on fait, c'est la pression. La pression autant parentale, la pression entraîneur, la pression entre coéquipiers, parce que ce que j'observe, moi-même, avoir joué au hockey élite, ce que j'observe qui a vraiment augmenté avec les années, c'est l'espèce de synergie qui est plus là, ou est-ce que c'est très individuel, mes stats, mes performances, en lien avec cette pression-là qui fait que faut retrouver une synergie. Puis c'est dans ces ateliers-là, justement, quand les émotions embarquent avec les garçons, ils peuvent voir, OK, lui vivait ça à l'extérieur. Ça fait une saison complète qu'on joue ensemble, puis je le savais même pas. Donc, tu sais, ça donne une synergie, une approche plus humaine entre eux. C'est ce qui donne espoir parce que c'est vraiment ça qui fait un changement, mais c'est vraiment... Je vois une synergie se recréer qui manquait depuis un bout à cause de cette pression de performance-là qui fait que ça divise énormément dans un jeu collectif. Catherine, on entend souvent une phrase qui dit « Oui, mais on a toujours fait ça comme ça ». Et c'est évidemment des choses qu'on tente de changer puis de dire « Oui, mais on va le faire différemment maintenant ». Quand tu parles avec des entraîneurs, avec parfois des dirigeants d'organisations sportives, peu importe, est-ce que tu sens leur ouverture à apporter du changement, à te laisser peut-être une place à toi et à d'autres genres de personnes qui font un peu ce que tu fais aussi, à les laisser entrer dans l'univers de l'équipe puis à accompagner les jeunes d'une manière qu'on ne le faisait pas nécessairement? Peut-être qu'il y a, je dis même pas il y a 25-30 ans, juste peut-être qu'il y a 10 ans, on faisait même pas les choses nécessairement comme ça? Présentement, c'est comme un ou l'autre. Donc, on a soit très fermé, qu'on veut garder cette mentalité-là, ou on a vraiment l'ouverture. Puis, je le remarque aussi, il y a des entraîneurs qui ont une grande volonté de changement, mais comme tu disais, avec la vieille mentalité, pour eux, c'est comme la capacité qui manque, mais ils ont l'ouverture dès que j'arrive, puis que je leur montre, comme on parlait plus tôt, que... Bon, lui, tu pourrais peut-être l'approcher de cette façon-là, faire attention comment tu approches l'équipe en général. Ils ont cette ouverture-là de faire OK, puis j'ai même des feedbacks des gars qui me disent aïe, aïe, il le fait plus. Donc, tu sais, on le voit. Ça veut dire que ça a fonctionné, ce que tu as dit? Oui, bien, ils ont vraiment cette ouverture-là. Comme je dis, il y a une différence entre la volonté et la capacité. Puis c'est ces outils-là qu'on vient apporter qui peut tout changer. Pour autant, le lien entre l'entraîneur puis le jeune, que les jeunes ensemble aussi. Donc, c'est comme je dis, c'est vraiment 50-50 présentement, où est-ce que je suis très accueillie, où c'est comme qu'est-ce qui va se faire, là? Qu'est-ce qui va se changer? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Ça, c'est l'humain tout court, où est-ce que l'inconnu peut faire peur. Mais prendre des risques aussi vers l'inconnu, des fois, ça peut tout changer. Catherine, tu le disais, tu as joué dans du sport d'élite. J'y ai joué aussi, pas dans du sport d'élite, mais j'ai joué quand même au hockey. Puis je me rappelle un peu de la mentalité dans un vestiaire. Est-ce que tu sens que les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être plus d'ouverture à justement parler en groupe aussi? Je pense que les jeunes peuvent avoir l'ouverture de parler one-on-one, entre guillemets. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture de faire ces rétroactions-là ensemble puis de faire évoluer une discussion, mais en groupe de 12-15? Moi, une ouverture que je ressentais pas nécessairement quand je jouais au hockey quand j'étais plus jeune. Oui, bien, c'est ça que je suis très surprise. Puis souvent, on va pointer du doigt les joueurs, mais on oublie qu'il y a des entraîneurs, on oublie qu'il y a des directeurs généraux, on oublie qu'il y a une organisation en haut qui fait que si le noyau est bon, bien, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir travailler en équipe. Moi, les organisations avec lesquelles je travaille, tout le monde a cette vision-là. Donc,
oui, il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc, les garçons sont ouverts. Puis, avec qu'est-ce que j'apporte comme sujet, des fois, c'est pas évident. Là, je peux arriver dans un locker à un moment donné. C'est confrontant. Ben oui, puis tu sais, je vais leur dire, là, aujourd'hui, on sort de votre zone de confort, on s'en va des émotions. Puis là, ils savent, tu sais, mais ça devient quand même émotif. Puis moi, c'est un honneur d'assister à des gars dans un locker room qui deviennent émotifs entre eux, puis qui se partagent des choses qu'ils feraient pas nécessairement, puis qui apprennent à se connaître plus en profondeur et non juste sur la surface. Tu deviens une agente de liaison, un peu, tu facilites la discussion, mais ensuite, ce sont eux qui font le travail, c'est ça que tu expliques? Exactement, puis c'est beau de voir ça parce que la surface du coéquipier devient l'humain derrière l'athlète. Donc, on n'est plus juste deux athlètes ensemble, on est deux humains ensemble et ça crée une super synergie. Moi, je l'ai vu passer du tout au tout dans une équipe. Il y a eu un atelier où ça a été très émotif. Il y a 6-7 garçons qui ont pleuré et leurs séries ont été... La synergie dans les débuts de play-off était incroyable à voir. Là. C'est vraiment intéressant à entendre. Catherine, merci, je pense, pour le travail que tu fais. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir nous en parler aujourd'hui à Hockey le Magazine. Ça a été un plaisir de te recevoir. Mais merci à vous. Bonjour tout le monde, Danick Martineau au Collect Édition pour la question quiz de la semaine en compagnie de Pierre. Salut! Pierre, cette semaine on est excités. On parle d'un produit qui porte bien son nom parce que c'est vraiment la Coupe Stanley. C'est du solide. J'ai eu la chance d'en ouvrir 2 dans ma vie. Oui? Peut-être mes 2 dernières. Oh! T'es ça pas aimé? Je les ai pas haïs, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est sûr que c'est le produit le plus haut de gamme qui est offert dans le monde des cartes de hockey. Mais par contre, ça, comme on dit, ça livre la marchandise. Oui. Les patchs, les recrues, des cartes en épaisseur plus luxueuses. Ouais. Pour vrai, c'est le produit à ouvrir au moins une fois dans sa vie. J'avais eu une Montembeau 1-de-1 dans le temps qu'il était avec les Panthers. J'aurais peut-être dû la garder à ce jour. T'aurais dû. Mais c'est un beau produit et c'est vraiment, là, t'as la chance de pogner des gros coups là-dedans. C'est les plus grosses cartes recrues, celles qui vont avoir plus de valeur sur le marché après. Et ça m'amène à poser la question de la semaine. À quel montant s'est élevée la vente de la carte recrue auto-patch de Connor McDavid, la 97/99, qui représente donc son numéro de chandail? Est-ce que c'est A, 10 000 $, B, 135 000 $ ou C, 1 million? La réponse après la pause. Donc, avant la pause, je vous demandais à quel montant s'est élevée la carte recrue autopage de Connor McDavid qui porte son numéro de chandail. Et la réponse était B, 135 000 $. Pierre? 135 000 $. Américain. Américain, ça doit être la plus chère du hobby après celle de Wayne Gretzky. Dans les dernières ventes enregistrées, oui. Puis en plus, c'est pendant la pandémie, puis depuis ce temps-là, McDavid a gagné encore plusieurs trophées, je pense. Fait que je pense qu'il irait peut-être chercher un peu plus aujourd'hui. Eh mon Dieu. Si tu gardes ça, puis tes petits-enfants vont avoir une belle vie plus tard. Exactement. Très intéressant. Pour en apprendre plus sur des cartes qui ont des prix incroyables, pas de bon sens, on se revoit la semaine prochaine. On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy pour une autre capsule d'entraînement physique, de préparation physique. Cette semaine, Philippe, tu te concentres sur un outil en particulier, le Balance Board, qui est utilisé, je pense, depuis plusieurs années dans le monde de l'entraînement en général, mais peut-être plus à la mode encore au cours des dernières années au niveau du hockey. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. En fait, là, c'est super simple. La Balance Board est de plus en plus populaire, puis c'est venu, en fait, quasiment en même temps que l'ère d'Instagram, TikTok, et ainsi de suite. On les voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'athlètes professionnels, en fait, utiliser ce genre d'appareils, d'outils-là en entraînement. Il faut cependant faire attention où est-ce que c'est pas nécessairement que c'est une balance board, donc on travaille l'équilibre sur ce genre d'outils-là, que ça va être transféré sur la glace en termes d'équilibre. Comment on peut le transférer sur la patinoire? Donc, c'est tout le temps, en fait, une clé de transférabilité, en fait, quand on parle de gym vers la glace. Puis de cette façon-là, en fait, si on prend l'exemple super simple, un pied, on est dans un soulier, dans le gym, on a environ une surface de contact de 8 à 10 cm de large environ. Donc, on applique nos forces, notre équilibre, sur 8 à 10 cm en moyenne. Quand on regarde sur la glace, on est sur une lame. Exactement. Donc, la lame, elle a environ un 4 mm d'épaisseur. Donc, c'est pas nécessairement le pied qui est instable dans le gym, c'est la surface du balance board qui crée l'instabilité. Ouais. Tandis que sur la glace, c'est directement le pied et non la surface qui est en déséquilibre. Donc, le niveau de transférabilité doit être ajusté. Pour bien faire, il faudrait faire
les exercices de la balance board avec des patins dans les pieds. Mais avant de se rendre là, il faut maîtriser la base du balance board parce qu'en soi, c'est un outil extrêmement important et pertinent quand on l'utilise de la bonne façon. Et là, tu as quelques exercices de balance board, mais avec des souliers dans le gym. On s'en va pas sur la patinoire. On commence avec les souliers pour cette année. On va aller voir ça. Donc, le premier exercice va être vraiment de venir maîtriser la balance board. Donc, d'aller de gauche à droite en contrôle, en ayant le corps le plus tight possible, le moins de mouvement du haut du corps, tout se passe dans le bas du corps. Donc, on passe de gauche à droite en contrôle. Pour le deuxième exercice, on utilise encore une fois la balance board, mais maintenant, on va essayer de la maîtriser donc en plein centre, donc en contrôle, pour venir faire des squats et remonter. On garde le contrôle en plein centre le plus possible et on exécute notre squat. Donc, pour le troisième exercice, la troisième variation, beaucoup plus difficile que les deux précédentes. Donc, on va venir faire des squats, même principe que le deuxième exercice, mais maintenant, on va faire nos squats donc de façon plus déséquilibrée. Donc, on va aller rouler vers la gauche ou vers la droite et on va descendre en contrôle notre squat pour reglisser de l'autre côté par la suite. Donc, on va venir travailler un peu plus la force unilatérale avec ce mouvement-ci. Pour le dernier exercice, on va venir ajouter une double tâche plus spécifique au hockey maintenant. Donc, on garde le contrôle, on peut aller plus dans le centre, faire des squats, on peut rouler de gauche à droite également, comme tous les autres exercices qu'on a vus. Mais maintenant, on vient rajouter la double tâche du maniement de la rondelle. Donc, dans notre cas ici, le maniement de la balle. Donc, bien important de garder le maniement, le contrôle. Par la suite, là, on peut commencer à se faire du fun avec des cônes et intégrer différents types de maniement de rondelles. Philippe, on vient de voir les exercices que tu avais préparés. Ce qui est bien avec le balance board, c'est que c'est pas un gros outil, c'est facile à avoir pour les gens. C'est très facile à avoir, en fait, pour les gens, pour les athlètes. Tu mets ça dans ta poche de hockey, dans ton sac à dos, peu importe où ce que tu vas, tu peux faire ça sur n'importe quelle surface, ou presque, dans le gym, sur l'asphalte, dehors. Donc, c'est super pertinent à utiliser. Puis également, bien, tu peux l'utiliser comme un échauffement d'avant-match également. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire maintenant. Non, aucunement. Merci, Philippe. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine, encore une fois accompagné d'Éric Dupont, le spécialiste en équipement hockey, pour une autre capsule d'équipement. Aujourd'hui, on va simplifier votre magasinage des fêtes. On a des bonnes suggestions en magasin. Éric, merci beaucoup d'être ici, encore présent. Merci, Pierre. Puis c'est vraiment une capsule qui est super intéressante. Pour nous, on aime les patins, on aime les bâtons, on aime l'équipement. Mais quand tu rentres dans un magasin comme ici où on est, un grand magasin de hockey, écoute, moi, ça fait longtemps que je fais ça, comme travail. Puis à chaque fois que je rentre dans ce magasin ici, je suis tout aussi excité. C'est comme c'est incroyable. C'est le paradis des joueurs de hockey, joueuses de hockey, des cadeaux de Noël à la tonne. Tu es un amateur de hockey, là, puis tu veux offrir un cadeau à quelqu'un qui aime le hockey, bien, tu viens dans un de nos magasins, c'est sûr et certain. Effectivement. Donc, on va commencer, je crois, avec... Bien, une pièce, je pense quelque chose que tu connais super bien, Pierre. Probablement un des cadeaux les plus populaires encore cette année, une deuxième année consécutive. Parle-nous un petit peu de ton deuxième livre. Bien, en prolongation, c'était pas prévu. Puis à force de nous faire répéter que les gens avaient aimé ça, puis qu'il y en aurait pris d'autres, puis ça s'était lu rapidement, on a décidé de faire un deuxième livre que les gens à date aiment beaucoup, qui fonctionne très bien. Bien, c'est une bonne nouvelle. Nos clients vont vraiment aimer ça. Puis l'année passée, ça a été dans nos magasins. Puis on n'est pas des magasins qui vendent des livres. On n'a jamais fait ça, je crois. Ça fait qu'on avait vendu des tonnes de copies. Comme l'expression populaire le dit, ça fait qu'on a très hâte que les clients mettent la main sur ton nouveau livre cette année. Merci beaucoup. Bonne lecture à tout le monde. Et on poursuit avec des Upper Deck, des cartes. Oui, bien, une chose qui est c'est peut-être pour certaines personnes un petit paquet de cartes de hockey, mais depuis quelques années, c'est vraiment de plus en plus populaire. Donc, on a beaucoup les hobby shops qui vendent beaucoup de cartes de hockey, sont spécialisés là-dedans, mais nous aussi, dans nos magasins... Ça redevient populaire. Ça redevient... Ça a grossi. Depuis le début de la pandémie, il y a peut-être 3 ans, la mode est revenue. Upper Deck, qui est le leader dans la catégorie, que les cartes les plus hautes sur le marché. Les clients rentrent ici, puis ils sont surpris de voir des cartes, mais des cartes Upper Deck comme celle-là qui est la série 1, puis on a la série 2 aussi qui arrive bientôt.
c'est vraiment les cartes les populaires sur le marché. Puis ça, c'est parfait pour mettre dans un bas de Noël. Moi, je me rappelle les cartes de hockey, là. Patrick Roy, à l'époque, j'étais allé chez lui. Il demeurait à l'île du Charme, je crois, à Laval. Puis il y avait une salle spéciale dans son sous-sol. Il y avait son cellier. Puis il y avait à côté une salle pour ses cartes de hockey, de baseball, et ainsi de suite. C'était une collection extraordinaire. Ah ouais? Je sais pas s'il l'a encore, là, mais c'était vraiment, là... Puis je sais qu'à un moment donné, les cartes ont connu un petit creux de vague. Puis là, c'est revenu, comme tu disais, avec la pandémie, je crois, là. Puis je pense avec les médias sociaux maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des paquets de live devant la caméra. Puis il y a des cartes qui ont vraiment de très, très grandes valeurs. Donc ça crée un buzz sur les médias sociaux. Ça fait en sorte qu'Upper Deck vend des millions de cartes de hockey par année. Je pense qu'il a mis la carte sur quelque chose de très spécial. Là, c'était comme... Une carte d'une grande valeur qui a vendu aux États-Unis il n'y a pas tellement longtemps, qui valait tout près d'1 million de mémoire. Mais là, on ne peut pas garantir qu'on a une carte $1 million dans nos paquets, là, mais... Il est où ton paquet? Puis il y a d'autres idées cadeaux. Oui, il y en a plein, comme on disait. Puis ici... Ça, c'est peut-être un visage qui peut être reconnu par les gens quand même assez populaire chez les Blackhawks de Chicago, Connor Bedard. Ça, c'est vraiment des bas pour les pieds, des bas pour s'habiller tous les jours. Tu peux les porter pour jouer au hockey aussi, mais c'est pas fait pour ça. On a des dizaines de joueurs différents. Ici, on a Connor Bedard. Toi, Pierre, dans tes mains, tu as le bas de Cole Caulfield. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. Puis c'est vraiment, ça aussi, dans le bas de Noël, comme cadeau, c'est vraiment, vraiment une idée extraordinaire. Tout le monde aime ça. Tu as des mini-bâtons, je crois, également? Oui, ça aussi, c'est une chose qui est revenue à la mode. C'est peut-être une dizaine d'années que les mini-bâtons, c'est vraiment des copies miniatures. C'est vraiment bien fait. Je regardais tantôt, là, c'est quelque chose. Oui, puis les jeunes, si tu prends un exemple pour ton tournoi Pee-Wee de Québec, j'ai la chance d'y aller à chaque année. Tu vois les jeunes avec ces bâtons-là, puis les jeunes, ils ont beaucoup de plaisir avec les mini-bâtons. Fantastique. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui aiment s'afficher aux couleurs dans leur équipe favorite. Puis ici, en inventaire, c'est absolument extraordinaire ce que vous avez en fait de chandail, de jersey. Oui, exact. On a la plupart des joueurs les plus populaires dans la LNH. C'est Connor Bedard, encore une fois, puis Cole Caulfield, qui sont sans aucun doute les deux joueurs les plus populaires cette année. Mais Suzuki, tu peux voir le mur derrière nous. On en a des tonnes encore. Des jerseys, des T-shirts, des chandails avec kangourou, avec un capuchon, des tucs, des casquettes. Il y a beaucoup de différentes idées, mais il ne faut pas oublier qu'on est d'avant tout un détaillant d'équipements de hockey. Puis cette année, on a aussi fait des gants Sherwood à la plupart des couleurs des équipes de la LNH. Donc, dans tous nos magasins, il y a ces gants-là. Puis ça vaut vraiment le déplacement. À l'ancienne. C'est toi, j'aime ça, le look à l'ancienne. Donc, merci beaucoup, Éric, de la capsule d'aujourd'hui. Ça fut fort agréable. Et on se voit, j'espère que ça va simplifier votre magasinage des fêtes. Et on se voit la semaine prochaine pour les épaulières et jambières. Des pièces d'équipement très importantes. Cette semaine, à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey professionnel, on a le plaisir de recevoir Justin Ducharme des Lions de Trois-Rivières qui est avec nous. Justin, tu es un gars de Mirabel sur la Rive-Nord de Montréal. Quand je te parle hockey mineur, quand je te dis hockey mineur, c'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent du début de ton parcours quand ça a commencé? Hockey mineur, je pense tout de suite au Concorde de Mirabel. C'est là que j'ai commencé, de Timbit jusqu'à deuxième année à Tombe. Après ça, on tombait au Pee-Wee au Select du Nord, plus dans le coin de Saint-Jérôme. Puis ensuite de ça, j'ai été au Midget 3 au Viking de Saint-Eustache. Après ça, j'ai retombé dans mon parcours junior, puis là, je suis rendu ici. Comment ça se passait pour toi au niveau du hockey mineur? Évidemment, je suis certain que tu devais être dans les très bons joueurs de ton équipe là, si tu as réussi à faire ton chemin jusqu'au hockey professionnel, mais comment c'était pour toi le hockey mineur? Est-ce que tu étais le joueur le plus dominant offensivement? Je pense que oui, mais écoute, j'ai tout le temps... Le côté stats du hockey, j'ai tout le temps laissé ça de côté. On m'a appris toujours de travailler le plus fort possible puis de t'amuser en travaillant. Puis c'est ça que je faisais, puis les stats, ils venaient avec. Mais j'ai tout le temps eu des bons groupes d'amis aussi dans mes équipes de hockey mineur. Fait que j'ai tout le temps eu du plaisir à jouer au hockey, puis c'était ça qui m'importait. Quand les années ont avancé, tu t'es rendu jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu as joué dans certains marchés plus éloignés quand même, à Caddy Batters, Chicoutimi notamment, qui sont des marchés plutôt loin de Mirabel. Comment tu as vécu ça, ces années-là, de quitter le patelin familial où tu le dis toi-même, tu avais été tout au long de ton parcours, puis là, de quitter pour le junior majeur? Écoute, depuis que j'étais jeune, depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, mon but, c'était de jouer dans le junior majeur. Fait que de partir dans l'équipe la plus loin de la Ligue, ça me dérangeait vraiment pas.
Fait que non, j'ai adoré mes expériences. Comme tu dis, à Bathurst, on a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Fait que ça a été une année incroyable. Incroyable, ouais. Ensuite de ça, à Chicoutimi, j'ai eu du plaisir aussi. La deuxième année que j'étais là, on avait une équipe bâtie pour aller jusqu'au bout, puis là, le COVID est arrivé. Donc ça a été plate un peu. Mais ensuite de ça, j'ai été échangé à Val-d'Or, puis on avait une autre équipe. On s'est rendu en finale. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais non, c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis comme je t'ai dit, ça me dérangeait pas d'être loin de la maison. Justin, tu as une histoire un petit peu particulière. Tu as passé à travers tes années dans le hockey mineur en étant atteint de la maladie de la fibrose kystique. C'est quelque chose qui est évidemment pas nécessairement commun, mais ça te rend encore plus fort, puis ça rend ton parcours encore plus spécial. Qu'est-ce que tu es le plus fier à travers ces années-là d'avoir réussi malgré tout, malgré cette maladie-là qui t'affecte, à faire ton chemin jusqu'au hockey professionnel? Oui, exact. Je pense que c'est des petites choses au quotidien à l'extérieur de la patinoire qui m'ont rendu plus mature, qui m'ont démontré avoir une certaine discipline. Je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé dans un sens à me rendre ce que je suis, je pense. Fait que, dans un sens, je remercie un peu la maladie de m'avoir permis de créer ces qualités-là chez moi qui m'ont permis de me rendre jusqu'ici. Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que tu peux être un modèle pour des jeunes peut-être qui nous regardent puis qui sont prises, que ce soit avec cette maladie-là ou avec une autre, mais qui veulent quand même jouer au hockey puis qui peuvent se dire hey, c'est possible quand même de faire son chemin là-dedans? Oui, exact. Je pense que c'est la raison aussi un peu que récemment j'ai décidé de commencer à en parler un peu. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment le cacher puis je voulais absolument pas que le monde le sache, mais je pense que, comme tu dis, c'est un moyen de peut-être inspirer d'autres jeunes qui pensent que ce serait peut-être pas possible. Puis c'est ça, je pense que tu peux, avec la volonté puis le vouloir, je pense que tu peux accomplir des belles choses. Bien, bravo pour l'avoir fait au cours des dernières années comme ça. C'est un parcours qui est vraiment inspirant. Avant de te laisser partir, j'aimerais peut-être te ramener un peu sur le hockey professionnel. Cette année, tu étais avec les Lions de Trois-Rivières. L'an dernier, tu étais à Idaho, une destination qui est peut-être un peu moins connue des gens au niveau de la ECHL. Comment ça s'est passé l'an dernier? Puis comment tu entrevois cette année de retour au Québec? Oui, ça s'est super bien passé. L'année passée, on s'est rendu en finale. J'ai descendu là quand j'étais au Texas en premier, puis en janvier, j'ai descendu à Idaho. Puis non, j'ai adoré l'équipe. Les gars m'ont tout de suite accueilli. Accueilli, oui, accueilli dans l'équipe très bien. Puis non, je me sentais que je faisais partie de l'équipe. Puis non, c'est une super belle ville. Les partisans sont fans de hockey. L'aréna était remplie tout le temps. Ouais. Fait que non, j'ai eu du gros fun là-bas. Puis là, c'est le fun aussi de revenir ici à la maison. L'année passée, mes parents et ma famille m'ont pas vu une fois jouer au hockey. Ça devait faire une bonne route, entre guillemets, entre Mirabel et Idaho. Ouais, exact, non. Fait que, avec les frères que j'ai à la maison, c'était plutôt compliqué. Fait que là, cette année, ça va être plus facile pour eux de venir me voir, puis ça va être le fun pour ça. Bien, je te souhaite une excellente saison. Merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, pour une deuxième fois cette saison, on ira à l'usine de fabrication de patins de CCM à Saint-Jean-sur-Richelieu. On rencontrera les gens de chez Accès Physio et un entretien aussi avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive. Merci d'avoir été avec nous encore cette semaine et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.